Qu'adviendra-t-il de la Station spatiale internationale lorsque sa mission prendra fin? Qu'adviendra-t-il des télescopes Hubble et Webb lorsque leurs missions seront terminées? Que deviennent les sondes spatiales qui explorent la Lune, les planètes et tout le système solaire? De même, qu'advient-il des nombreux satellites que l'on place en orbite terrestre? Je vous propose que l'on réponde à quelques-unes de ces questions dans ce petit format court. Alors tirez-vous une bûche et je vous souhaite un bon voyage dans l'espace. Comme nous sommes en été et que l'on a la chance d'observer le ciel et d'y voir passer des satellites, peut-être vous demandez-vous ce qu'il advient de tous ces satellites une fois leur mission achevée. Mais d'abord, petite question plus générale, comment fait-on, Claude, pour distinguer les satellites qui passent au-dessus de nos têtes parmi les étoiles et les planètes? Comment fait-on la différence? C'est assez simple. Si vous observez la voûte céleste pendant plusieurs heures, vous allez voir que les astres se déplacent. La Lune, par exemple, se lève à l'horizon. En fait, tous les astres se lèvent à l'horizon en début de soirée. Durant la nuit, elles vont jusqu'au zénith, puis normalement, le matin, elles se couchent à l'ouest. Dans le cas des satellites, vous allez voir des petites taches lumineuses qui traversent le ciel en quelques minutes. Vous avez le temps de les voir, là. On les voit passer. On peut d'ailleurs, on a le temps de le dire si on est à quelqu'un. Regarde à tel endroit. Donc, les satellites, on les voit passer tranquillement dans le ciel. Il y a aussi, comme des étoiles filantes, ça, c'est des petits grains de sable qui rentrent dans l'atmosphère. Ça dure une fraction de seconde. Fait que si vous voyez une petite luminosité de fraction de seconde, ça, c'est plus une étoile filante. Mais si vous voyez un point lumineux qui traverse doucement le ciel en l'espace d'à peu près une minute, ou en tout cas plusieurs dizaines de secondes, même ça peut être plus qu'une minute, ça, c'est un satellite. Le meilleur moment pour voir des satellites, c'est dans les 2 heures suivant le coucher du soleil. En fait, il se produit un phénomène qui est un peu surprenant, c'est que, disons, 1 heure après le coucher du soleil, nous, au sol, il fait noir, mais dans l'espace, à la hauteur où se trouve le satellite, à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude, il fait encore soleil. Ce qui fait que l'engin spatial est éclairé par le soleil alors que nous sommes dans la noirceur. Autrement dit, le jour, il y a aussi des satellites qui passent au-dessus de notre tête, mais on ne peut pas les voir parce que le ciel est éclairé. Donc, c'est pour ça que si vous regardez en début de soirée, peu après le coucher du soleil, vous avez des bonnes chances de voir passer des satellites. Et ça, c'est donc des satellites. Souvent aussi, ce que vous allez plus voir, plus de chances de voir, c'est des étages de fusées parce qu'elles sont beaucoup plus grosses. Ils sont beaucoup plus gros que des satellites. Donc, les satellites, ça a peut-être la dimension d'une camionnette. Un étage de fusée, ça a le plus la dimension d'un gros camion ou d'un autobus. Donc, ce que vous risquez de voir plus facilement, c'est des étages de fusée. Il existe, sur votre téléphone cellulaire, vous pouvez installer des applications qui vous disent exactement quand vont passer certains satellites et au moment où ils passent, lesquels sont-ils. Entre autres, la NASA a une application pour voir passer la Station spatiale internationale. Ça, on la voit assez bien. C'est entre guillemets, une grosse étoile qui passe au-dessus de votre tête. Donc, ça va être intéressant d'observer. Il y a des applications qui vont vous dire exactement quel satellite passe à quel moment donné. Donc, ça peut être intéressant. Fait que c'est facile de voir des satellites et c'est toujours amusant de dire « Ah, ça, c'est des engins que nous avons placés en orbite terrestre. » Et c'est donc bien différent des étoiles filantes qu'on peut apercevoir. C'est ça, exactement. Les étoiles filantes, là, si vous avez observé, c'est toujours amusant parce que ça dure une fraction de seconde. Fait que vous n'avez pas le temps de dire à quelqu'un à côté, regarde, le temps que vous pensez de le dire est déjà disparu. Les étoiles filantes, c'est vraiment des grains de sable, des petites roches qui rentrent dans l'atmosphère et qui brûlent en une fraction de seconde. Ça peut être aussi un satellite. Il y a des satellites, on va le voir tantôt, qui rentrent dans l'atmosphère, qui se consument. Eux aussi donnent lieu à des étoiles filantes. Parfois, si vous voyez, entre guillemets, une étoile filante qui dure beaucoup plus longtemps, qui dure peut-être quelques secondes, quelques dizaines de secondes, là, c'est un gros caillou. Ça peut être un caillou qui a la dimension, par exemple, d'une automobile ou peut-être même d'une maison. Là, et parfois, il y a des cailloux qui se rendent jusqu'au sol. On appelle ça des météorites. Donc, si vous voyez une étoile filante qui dure plusieurs secondes, ça, c'est un gros caillou. Mais généralement, c'est des grains de sable qui durent une fraction de seconde. Et ça peut être un satellite aussi. Qu'arrive-t-il alors aux satellites qu'on peut observer une fois leur mission accomplie? Normalement, une fois que le satellite est accompli, on le laisse en place. On le laisse graviter autour de la Terre. Donc, ça devient une épave. Maintenant, dépendamment de l'altitude à laquelle se trouve le satellite, son sort va être différent. S'il est sur une orbite inférieure à 1000 km d'altitude, il y a suffisamment d'air à 1000 km d'altitude pour freiner sa course, pour ralentir sa trajectoire, sa vitesse,
Et là, à ce moment-là, le satellite va se mettre à descendre, et plus il descend, plus il rencontre de l'air, et même à la hauteur de la Station spatiale internationale, à 400 km d'altitude, il y a encore suffisamment de molécules d'air pour ralentir le satellite. Et donc, le satellite va être amené à rentrer éventuellement dans l'atmosphère terrestre et à brûler. Donc, tout ce qui est en bas de 1000 km va finir par retomber dans l'atmosphère terrestre et normalement brûler. Ça va être le cas de la station spatiale. C'est pour ça d'ailleurs que régulièrement, on utilise des moteurs fusées à bord de la station spatiale pour remonter l'orbite, pour la maintenir à 400 km d'altitude, parce que sinon, la friction de l'air, on parle de molécules, il n'y a pas vraiment d'air pour respirer, là. Les molécules d'air, il y en a suffisamment à 400 km pour ralentir la station spatiale et la faire retomber sur Terre. Par contre, il y a des satellites qui sont placés beaucoup plus haut. Par exemple, il y a les satellites, les fameux GPS dont on se sert pour se guider. Ça, c'est les satellites Navstar américains ou Galileo européens. Eux, ils sont à 20 000 km d'altitude. Et à cette altitude-là, il n'y a vraiment pas de molécules d'air. Donc, les satellites vont rester là en permanence, à moins qu'on les décroche, à moins qu'on se serve de leur moteur fusée pour les faire retomber sur Terre. Mais généralement, on les laisse là. Donc, les Navstar, il y en a une centaine qui ont été lancés. Les Galileo, il y en a vingtaine, je pense, ou à peu près, ils vont rester là pour l'éternité. Il y a une troisième couche de satellites, nos fameux satellites géostationnaires, qui sont à 36 000 km d'altitude. Ça, c'est entre autres nos satellites de télécommunications et météo. Eux aussi, à 36 000 km d'altitude, il n'y a plus de molécules d'air. Ils vont rester là éternellement en orbite. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on lance des satellites en orbite géostationnaire depuis les années 60. Là. Entre autres, le Canada a lancé des ANIC, les Américains ont lancé des Intelsat. Ils sont là. Ils sont en orbite géostationnaire, évidemment inactifs depuis des décennies. Et on peut penser qu'on est en train de construire une espèce de dépositoire pour nos futurs, nos petits-enfants qui pourront aller un jour chercher ces satellites-là, les ramener et les mettre dans des musées. Un peu comme quand on trouve dans le fond des océans des galions romains ou espagnols ou grecs ou quelque chose comme ça, des vieux bateaux dans la Méditerranée. Là, il y en a qui sont enfouis sous la vase et qu'on finit parfois par déterrer. Ben, on peut penser que dans quelques siècles, ou peut-être même bien avant, on aura les technologies pour aller chercher, récupérer nos satellites en orbite géostationnaire et les ramener sur Terre et dans des musées. Donc, on est en train de construire un legs à nos petits-enfants. Actuellement, on n'a pas les moyens. On peut pas, par exemple, on n'a pas de navette spatiale, même si on avait la navette spatiale, qui pourrait aller chercher des satellites en orbite géostationnaire. C'est beaucoup trop loin. Mais qui sait si dans 50 ans ou dans 100 ans, ce ne sera pas quelque chose de banal. Donc, on est en train actuellement de construire une belle série de satellites. Quelqu'un pourrait aller chercher des satellites et dire, voici les technologies des années 60, la technologie des années 70, 80, 90, 2000, 2010, etc. Ça va être vraiment intéressant. J'aimerais ça être un jour dans un musée, dans un siècle à peu près, où on pourrait retrouver nos bons vieux satellites, assez bien conservés d'ailleurs. Et si je ne m'abuse, en orbite géostationnaire, on peut quand même utiliser le carburant des satellites qu'on va décommissionner, les vieux satellites, entre guillemets, pour les mettre sur une orbite qui est peut-être plus lointaine, une orbite de parking, une orbite cimetière, non? Exactement, tu as tout à fait raison. Pour éviter l'encombrement, remarquez bien, c'est très très vaste l'orbite géostationnaire, là, mais pour éviter l'encombrement, effectivement, lorsque le satellite arrive en fin de vie et qu'il reste encore un peu de carburant, on va le placer un peu plus haut, à je pense que c'est quelques milliers de kilomètres plus haut, où là, il dérive tranquillement pas vite. Donc, pour éviter l'encombrement à 36 000 km, fait qu'il y a un autre cimetière de satellites placé un peu plus en retrait pour éviter l'encombrement, mais en même temps, c'est pas un problème en orbite géostationnaire, c'est très très vaste l'orbite géostationnaire. Il y a donc des satellites plus proches donc, qui finissent par brûler dans l'atmosphère. Est-ce que c'est un peu comme des étoiles filantes? Est-ce qu'on peut donc en voir se consumer? Exactement. C'est pour ça, comme je le disais un peu plus tôt, si vous voyez l'étoile filante, c'est probablement un grain de sable qui rentre dans l'atmosphère, mais ça peut être un satellite. Les satellites sont beaucoup plus gros, mais sont en bonne partie constitués de vide par rapport à un grain de sable ou un petit caillou. Donc, le satellite va brûler aussi assez rapidement dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça que ce que vous voyez, ça pourrait être la rentrée d'un satellite. Remarque que c'est relativement rare, dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de satellites qui rentrent dans l'atmosphère terrestre chaque jour que de grains de sable, que de petits cailloux. Donc, ça se pourrait que parmi les étoiles filantes que vous voyez, il y ait parfois un satellite. Mais on ne peut pas le savoir, par contre, on ne peut pas faire la différence. Cet extrait a attisé votre curiosité? Je vous propose alors d'aller écouter la suite sur SoundCloud ou Spotify avec l'épisode 113 « Qu'advient-il de tout ce qu'on lance dans l'espace ?» Et sur ce, je vous dis à la prochaine.